je vais vous parler justement de l'origine de l'univers. Parce que ce que je voudrais interroger là, c'est la désinvolture langagière avec laquelle nous parlons de l'origine, notamment de l'origine de l'univers. Qu'on soit astrophysicien, qu'on soit le grand public, qu'on soit journaliste, qu'on soit ingénieur, etc., c'est toujours pareil. Alors, il va de soi, dit-on, et la science le prouve, que l'univers a une origine. Bon. Alors, je vais commencer par interroger le lien qu'il y a entre l'origine d'une chose et cette chose. Et la question que je vais poser, c'est est-ce que l'origine d'une chose fait ou non partie de la chose dont elle est l'origine? Alors, je vais prendre un exemple. Au XXe siècle, c'est pour ça que personnellement j'ai fait de la physique, j'étais tellement impressionné de voir que les physiciens avaient compris comment les choses sont apparues dans l'histoire de l'univers. Les étoiles, les atomes, les noyaux, etc. Ça m'a bluffé. Alors prenons par exemple l'origine des atomes. On a compris comment les atomes se sont formés dans l'univers primordial, avec des protons et des neutrons. Ça fait les atomes légers, l'hélium par exemple, le thérium. Et puis les atomes plus hauts ont été fabriqués dans les étoiles par des réactions nucléaires qui agglomèrent les protons et les neutrons jusqu'au fer. Et puis les atomes encore plus lourds sont fabriqués dans des explosions d'étoiles qu'on appelle des supernovas. Des étoiles très massives qui pètent, ça fait des flux de neutrons. Et par capture neutronique, on fabrique tous les éléments lourds qui vont du fer jusqu'à l'uranium, et même plutonium, etc. Okay, donc on a compris très précisément, si vous regardez les mesures et les calculs associés, c'est incroyable, on a compris l'intégralité de la nucléosynthèse. On a compris comment les noyaux de différentes masses qui sont dans le tableau de Mendeleïev se sont agrégés au cours de l'histoire de l'univers. Mais quand on y réfléchit bien, ce qu'on appelle l'origine des noyaux, en l'occurrence, ce sont les mécanismes physiques des réactions nucléaires qui ont petit à petit permis d'agglomérer dans des noyaux des particules qui étaient déjà là, les protons et les neutrons. D'accord? Donc l'origine des noyaux existait avant les noyaux. Et d'une certaine façon, l'origine des noyaux fait partie des noyaux puisque c'est des protons et des neutrons. Donc là, vous avez une situation dans laquelle l'origine d'une chose fait partie de la chose. Mais dans ce cas, le mot origine signifie non pas commencement, mais fin. L'origine des atomes, c'est l'ensemble des processus physiques dont l'apparition des atomes est la fin. Ok? C'est les étoiles, par exemple. Les étoiles sont la cuisse de Jupiter qui a fabriqué les atomes. Okay? Donc retenez ça, le mot origine veut dire achèvement. Maintenant, prenez un autre cas qui est la masse. Si le mécanisme de Higgs est juste, ce qu'on va savoir très bientôt, ça veut dire que pour expliquer l'origine de la masse, il faut invoquer un champ quantique qui est apparu brusquement dans l'univers. Avant, les particules n'avaient pas de masse. Tout d'un coup, le champ apparaît, les particules sont freinées et elles acquièrent une masse. Ça veut dire que vous expliquez la masse par une autre entité physique qui est le champ de Higgs. Et dans ce cas-là, l'origine de la masse ne fait pas partie des objets. Vous invoquez un autre objet. En tout cas, il semblerait, à partir des exemples que j'ai donnés là, qu'en physique, on ne peut expliquer l'origine d'une entité physique qu'en invoquant l'existence d'autres entités physiques qui l'ont précédée. Soit ces entités physiques font partie de la chose, soit elles n'en font pas partie. En tout cas, on est toujours dans l'immanence, c'est-à-dire on explique une chose par une autre chose. Les philosophes disent on explique l'être par l'être. D'accord? Alors maintenant, si vous vous intéressez à l'origine de l'univers, de quoi l'univers pourrait-il être l'achèvement? Parce que décrire l'origine de l'univers, c'est décrire qu'est-ce qui a fait que l'univers est apparu. Et pour le savoir, il faut s'appuyer sur ce qui existait avant l'univers. Et du coup, l'univers apparaît comme l'achèvement d'une histoire qui l'a précédé. Mais si l'univers a une histoire qui l'a précédé, c'est qu'il n'a pas d'origine. Puisqu'une origine, au sens vrai du terme, c'est le passage du néant à l'être.
Il n'y a rien, puis il y a quelque chose. Si vous dites que dans le rien, il y a quelque chose, il faut expliquer l'origine de ce quelque chose. Et vous êtes pris dans une régression à l'infini. Alors par exemple, comment est-ce que les cosmogonies anciennes, grecques ou autres, chinoises, expliquent l'origine de l'univers? Toujours de façon immanente. On nous dit qu'au début, il y avait un océan primordial sombre, ou bien une mer, ou bien un demi-dieu, ou bien ceci, ou bien cela. Il y avait quelque chose. Quelque chose qui fait partie du monde, donc l'origine fait partie de l'univers, et puis il se déploie, le chaos devient quelque chose d'ordonné, les structures apparaissent, etc. Donc on raconte une histoire qui part d'un déjà-là qui fait partie du monde. Okay? Et ce déjà-là, c'est une entité dont on n'interroge pas l'origine. Sinon, on part pour un tour. Maintenant, comment on fait les monothéismes, les trois, musulmans, chrétiens, juifs? Ces trois monothéismes ont rompu avec les cosmogonies grecques en imaginant que l'origine de l'univers est transcendante. Donc c'est un être transcendant, c'est Dieu par exemple, dont la fonction est d'avoir eu la capacité de sortir de lui-même pour créer un monde. Et donc cet être transcendant ne fait pas partie du monde. L'origine de la chose ne fait pas partie de la chose. D'accord ? Évidemment, ça ne marche que si vous vous interdisez d'interroger l'origine de la chose transcendante qui est à l'origine du monde. Donc Dieu, ça va si vous n'interrogez pas la question de l'origine de Dieu. Sinon, vous repartez pour un tour. Okay ? Et donc, vous voyez, la notion d'origine, c'est compliqué. Et pour illustrer ce que je suis en train de dire, réfléchissez à ce que pourrait être l'origine du langage. Vous avez la Société de linguistique de Paris au XIXe siècle, en 1860, je ne sais plus combien, a refusé tout manuscrit qui prétendait expliquer l'origine du langage. Pour une raison simple, c'est que la question était ambiguë. Si vous vous intéressez à l'origine du langage, soit vous allez essayer d'identifier la première langue qui est à l'origine de toutes les langues qui ont succédé, il y en a 6000, donc vous essayez de définir la première langue. Et ça apparaît à un moment donné de l'histoire, il y a une chronologie possible, et vous cherchez la proto-langue qui a engendré toutes les autres langues. Ce qui est une façon de concevoir l'origine comme étant une cause première. Okay ? Mais il y a une façon de comprendre l'origine des langues. C'est non pas d'identifier la première langue, mais c'est de réfléchir aux conditions sociales, culturelles et autres qui, dans une communauté humaine, ont permis à des gens d'inventer le langage. C'est-à-dire les conditions qui font que le langage a pu apparaître dans une société. Et là, la question, c'est plus du tout la première langue. C'est les conditions qui ont amené des populations à inventer un langage articulé. Et dans ce cas-là, l'origine est imprécise, on ne peut pas donner une date précise. C'est une autre question. C'est la question des fondements du langage. Et non plus la question de la première langue. De la même façon, si vous vous intéressez à l'origine du temps, vous pouvez soit entendre la question de l'instant zéro, quel est le premier instant, ou bien quelles sont les conditions physiques de l'univers primordial qui ont permis l'apparition d'un temps. Ce n'est pas la même question. D'accord ? Vous voyez que le mot origine est ambigu parce qu'il entremêle des notions qui sont assez différentes.